C'est sous le haut patronage du président Patrice Talon et la coordination du ministre d'État Abdoulaye Biotchane que s'est ouvert ce mardi 12 novembre à Cotonou le Forum national sur la nutrition. Organisé par l'Agence nationale de l'alimentation et de la nutrition ANAN, ce forum symbolise l'engagement du chef de l'État à renforcer les bases d'une alimentation saine et accessible pour tous avec un focus sur les enfants. Sous l'impulsion de son Excellence le président Patrice Talon, le Bénin a entrepris des réformes structurelles majeures dans presque tous les secteurs de l'économie nationale. En particulier les secteurs de la santé, de l'éducation, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle ont connu des avancées significatives. Cependant, ces réformes ne pourront produire pleinement les effets attendus sans des initiatives spécifiques pour le secteur de l'alimentation et de la nutrition. Le défi que nous devons relever est d'investir différemment dans la petite enfance afin de préparer une nouvelle génération de citoyens dotés de capacités mentales et physiques adéquates et ainsi capables de contribuer de manière significative au développement économique et social de notre pays. En plus de rassembler les préfets et les maires des communes invités à promouvoir activement la vision nutritionnelle sur le terrain, ce forum réunit des partenaires techniques et financiers et d'autres bailleurs qui ont tous un rôle crucial à jouer pour faire avancer la nutrition au Bénin. Nous, partenaires, nous louons le leadership du gouvernement dans la coordination des actions entre les partenaires en renforçant notamment les cadres institutionnels et en rassemblant les secteurs publics et privés autour de stratégies nutritionnelles communes pour rendre plus efficaces les initiatives de lutte contre la malnutrition au Bénin. Travailler ensemble dans le cadre d'un réseau de partenariats élargi et de manière innovante est indispensable. L'ensemble des partenaires techniques et financiers s'engagent à soutenir le Bénin dans son effort de faire de la nutrition, en particulier celle des mères et des enfants, une priorité transversale qui améliore les conditions de vie de la population en ligne avec sa vision de développement à l'horizon 2030 et les objectifs de développement durable. L'événement vise également à lancer de façon officielle le projet de supplémentation nutritionnelle pour les 1000 premiers jours 2024-2028 et à vulgariser la politique nationale d'alimentation et de nutrition 2024-2033. Des initiatives qui représentent un tournant important dans la lutte contre la malnutrition et la promotion de la santé publique au Bénin. Quelle est notre ambition ? C'est de bâtir un Bénin où chaque enfant peut grandir, s'épanouir et même rêver grand, sans craindre les entraves de la malnutrition et des carences nutritionnelles. La mesure phare de cette politique est le projet de supplémentation nutritionnelle des 1000 premiers jours qui s'étendra donc de 2024 cette année à 2028. Les cantines scolaires, ce sont les enfants d'un certain âge déjà. Et là, nous voulons nous occuper des enfants plus petits encore, ceux qui ont entre 0 et 2 ans, et qui viennent donc avant les cantines scolaires. Le gouvernement prévoit la fourniture gratuite de suppléments nutritionnels aux femmes enceintes, aux mères allaitantes et aux enfants de 6 mois à 2 ans, ainsi que la gratuité des consultations prénatales dans les centres de santé publics. Les démarches sont également en cours pour assurer un approvisionnement régulier, avec à terme l'implantation d'une usine de production locale, exploitant notre production agricole. Ce forum national sur la nutrition sera ponctué de multiples panels animés par des experts nationaux et internationaux, des partenaires techniques et financiers et des autorités locales. Ces sessions permettront de sensibiliser, d'échanger et de définir des perspectives pour un déploiement efficace des programmes nutritionnels à travers le pays. Pour faire leur accord, l'UP et le BR ont dû se concerter. C'est vrai que quand on est 2, se concerter est facile. Il suffit de s'appeler. Mais quand on est 3, 4, 5, se concerter s'organise. Et c'est ça. Et notre cadre, c'est pour organiser la concertation. Donc c'est tout simplement ça. Nous dénier ça, c'est nous dénier le droit de nous concerter.
On peut se concerter à 3, à 4, à 5, et pour cela, il faut absolument s'organiser, sinon ça fait désordre. Et c'est ça le cadre de concertation. La finalité de ce cadre, c'est pour atteindre des objectifs que nous avons en commun, tous les partis et mouvements qui se sont regroupés. Et notamment réinstaurer la démocratie issue de la conférence nationale, faire sortir les prisonniers politiques, faire revenir les exilés politiques et aboutir à des élections libres, transparentes et équitables qu'on avait avant 2016, avant 2019. Vous comprenez? C'est ça les objectifs que nous avons en commun. Ça passe tout de suite par la lutte pour que le code électoral qui est là, qui a été taillé de façon pointue, ce code-là, nous estimons qu'il faut le réviser. Nous estimons, avec beaucoup d'autres, avec le clergé, avec les confessions religieuses, avec les organisations de la société civile, nous voulons porter cette bataille, nous voulons mener cette bataille ensemble. C'est ce que nous devons faire ensemble qui a nécessité la création de ce cadre. Qu'on affine nos stratégies, qu'on regarde comment nous allons nous battre pour que ces choses-là changent, pour que le peuple béninois ait réellement la voix, pour que ce soit celui qu'il décide de porter, qui soit réellement porté, comme ça se faisait entre 1990 et 2016, en 2016 notamment, pour que ce soit celui qu'il décide de porter, qui soit porté, quel qu'il soit. C'est ça la démocratie, et c'est pour ça que nous nous battons. Mais le peuple béninois se rendra compte de qui s'arc-boute, de qui tient à un code taillé comme celui-là. Et le peuple béninois s'organisera, mettra en œuvre tout ce qu'il peut faire pour effectivement que cela ne pèse pas trop sur ces élections. Mais si nous ne nous battons pas, si nous faisons comme si nous étions satisfaits du code, le peuple béninois nous regardera faire. Vous comprenez, c'est aussi un des objectifs de notre bataille contre ce code électoral. C'est pour montrer qu'il est mauvais, qu'il dessaisit le peuple béninois de son droit de choisir ses dirigeants. Et par conséquent, ce sera à ce peuple de décider de ce qu'il en fait et de ce qu'il fait du processus électoral en général. C'est en se concertant qu'on y arrive. L'UP et le BR n'ont pas pu signer d'accord de gouvernance, d'accord de législature sans se concerter. C'est comme ça. Et pour se concerter à plusieurs, il faut organiser. Nous sommes organisés. Et je ne sais pas en quoi ça peut faire mal à quelqu'un. Oui, pour l'instant, on a un certain nombre de partis politiques. Je vais vous les citer. Il y a le JSR, M. Antoine Guédou, Bissé Togbe. Il y a le NFN. Il y a le MPL de M. Expérience Tébé. Et il y a le mouvement Nous le ferons de Daniel Eda. Et puis il y a le parti LD, dirigé par le président Boni Yahi, et que je représente dans le cadre. Nous espérons qu'il y aura d'autres ralliements. Nous avons mis le cadre en présence, il est ouvert totalement, et tous ceux qui adhèrent aux idéaux peuvent arriver, quels qu'ils soient. Même des gens venus de la mouvance peuvent adhérer au cadre s'ils estiment que ce qu'ils ont suivi, ce qu'ils ont soutenu jusque-là ne vaut plus la peine d'être soutenu. Et nous espérons ça au fur et à mesure que la situation va bouger. Nous espérons que beaucoup d'entre eux découvriront que ce qu'ils ont soutenu jusque-là, c'était normalement insoutenable. L'initiative est vraiment louable. Mais nous n'avons que des recommandations à faire. Nous voulons bien d'un cadre de concertation responsable pour l'opposition de notre pays. Nous ne voulons pas d'une opposition de méchanceté contre les actions du gouvernement. Nous voulons d'un creuset de contribution pour le développement de notre nation. Opposition pour opposition, nous disons non. Voilà l'essentiel
nous voulons vraiment d'une opposition constructive pour la nation béninoise. Ils ne font pas un creuset pour lutter contre un individu ni une autorité de notre pays. Donc nous les avons à l'œil vraiment qu'ils fassent un très grand boulot, un bon boulot, pour que la démocratie soit vraiment manifeste dans notre pays. S'il y a des acteurs qui se retrouvent pour se pencher sur des questions, des préoccupations fondamentales des jeunes, des femmes, là c'est bien. Mais si c'est pour des guéguerres politiques encore enfoncées, je ne trouve pas ça normal pour le temps que nous traversons. Parce que le Bénin a besoin de continuer dans la lancée de développement. Vous voyez, sur plusieurs plans, il faut rendre à César ce qui est à César. Le Bénin est dans une trajectoire de développement. Vous voyez, nous sommes passés d'un point A pour aller à presque Z. Donc il ne faut pas que nous reculions. Donc il y a des niveaux. C'est vrai que tout ne va pas bien. Tout ne va pas bien sur le volet social. Mais il y a des travaux, des réflexions qui sont en train d'être menées pour corriger cela. Peut-être que c'est le point de départ. Parce que nous avons déjà les blocs de la mouvance. Nous voudrons aussi bien des blocs de l'opposition. Ceci étant dit, c'est au sein de ce creuset que tout sera étudié pour qu'ils aboutissent véritablement à un véritable bloc de l'opposition dans notre pays. Donc aujourd'hui, s'il y a des acteurs qui doivent se retrouver pour réfléchir, moi je ne veux pas que ces réflexions-là aillent dans le sens des guéguerres, des luttes politiques à ne point finir, parce que la jeunesse n'a pas besoin de ça. Les femmes n'ont pas besoin de ça. Les femmes ont besoin des revenus, des moyens pour fructifier leurs activités. Les jeunes ont besoin d'emploi. Donc ce sont les questions basiques et les questions préjudicielles sur lesquelles tout regroupement politique en ces temps doit se pencher. Ce que nous demandons, nous voulons d'un creuset qui va déboucher sur un bloc de l'opposition constructive pour notre nation. C'est tout. Les élections législatives au Sénégal sont prévues pour le 17 novembre prochain, organisées à la suite de la dissolution de l'Assemblée nationale par le président Bassirou Diomaye Faye il y a presque 2 mois. Ce scrutin peut lui permettre d'obtenir la majorité et les moyens d'agir. Les Sénégalais auront à choisir parmi 41 listes de candidats, un embarras du choix qui s'explique par l'absence de parrainage citoyen qui sert de filtre à candidature. Les électeurs sénégalais se concentreront probablement sur les 4 mouvances politiques les plus connues, 3 du côté de l'opposition, emmenés par l'ancien président Macky Sall, l'ex-premier ministre Amadou Ba et l'ex-maire de Dakar Khalifa Sall, et une du côté du pouvoir en place, le PASTEF, avec en tête de liste le premier ministre nommé en avril, Ousmane Sonko. Ce dernier a récemment appelé à la vengeance après l'attaque, selon lui, de partisans de son parti à Dakar ou encore à Kongol. La prise de position d'Ousmane Sonko lui a attiré les foudres de l'opposition, qui a dénoncé un appel au meurtre et une incitation aux violences. Depuis la déclaration de l'état d'urgence, les cas de la nouvelle souche du virus Mpox ont plus que doublé chez les enfants en République démocratique du Congo et au Burundi. Potentiellement mortelle, la souche du clade 1B est particulièrement agressive et se propage rapidement. Elle a touché les enfants de ces 2 pays de manière disproportionnée et ces derniers sont à présent confrontés à de graves risques sanitaires en raison de la faim, des déplacements de population et de l'insuffisance des soins de santé. Au 3 novembre, les cas chez les enfants en RDC avaient augmenté de plus de 130%, passant d'environ 11 300 cas suspects à 25 600, tandis qu'au Burundi, le nombre de cas de variole chez les enfants est passé de 89 à environ 1100 depuis que l'Organisation mondiale de la santé a déclaré l'épidémie comme étant une urgence de santé publique de portée internationale le 14 août. Le risque global pour la population de la République démocratique du Congo et du Burundi reste extrêmement élevé, en particulier pour les enfants qui sont presque 4 fois plus susceptibles de mourir de la nouvelle souche de la variole que les adultes. Les enfants mal nourris vivant dans des zones où l'assainissement est insuffisant et où les soins de santé sont limités, sans accès aux tests et aux vaccins, couvrent un risque encore plus grand de contacter le virus
et d'y succomber. Plus d'1 million d'électeurs sont attendus dans les bureaux de vote du Somaliland aujourd'hui pour élire leur président. Retardé de 2 ans, ce scrutin clé intervient alors que la région séparatiste somalienne est en proie à des tensions politiques. Les médias locaux ont montré des électeurs faisant la queue pour voter, nombre d'entre eux déclarant vouloir une économie plus forte et davantage d'emplois, entre autres priorités locales. Le président Moussebi Abdi du parti Kulmiye au pouvoir brigue un second mandat après 7 années au cours desquelles il s'est efforcé d'obtenir la reconnaissance internationale du Somaliland. Abdirahman Mohamed Abdoulali du parti Wadani, principal parti d'opposition, a fait campagne sur un programme de réforme démocratique et de cohésion sociale, tandis que Faisal Ali Warabé du parti de la justice et du bien-être plaide en faveur d'un gouvernement d'unité nationale. Le Conseil de sécurité de l'ONU se mobilise pour la paix au Soudan. Après 19 mois de guerre entre l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide, le Royaume-Uni a rédigé une résolution demandant la fin des hostilités et l'accès sûr des aides humanitaires. Ce conflit a entraîné des déplacements massifs et une crise humanitaire sans précédent. Plus de 25 millions de Soudanais ont besoin d'une aide d'urgence et la famine sévit dans les camps de réfugiés. Une partie des déplacés a quitté le pays, fuyant vers les pays voisins. Le projet de résolution appelle aussi à ouvrir des corridors pour acheminer l'aide, notamment par le poste d'Adré au Tchad, pour aider les zones les plus touchées, comme le Darfour. L'ONU insiste, sans un accord rapide, la situation pourrait se détériorer davantage, avec des conséquences dramatiques pour des millions de Soudanais. Les délégués de la COP29 affichent un optimisme prudent à Bakou. Après une première journée des négociations intenses, les avis divergent déjà sur les attentes. Un porte-parole du gouvernement kényan a exprimé une attente mesurée tout en soulignant l'importance de voir les résultats de la première semaine. Les négociations intenses ont commencé hier, mais nous voyons déjà des opinions et commentaires variés de la part des différents pays sur leurs attentes. Nous sommes optimistes, oui, mais attendons de voir comment la première semaine se termine, car nous pourrons alors vraiment rassembler nos idées et voir à quoi cela ressemblera. Un espoir similaire est partagé par d'autres acteurs qui saluent le leadership international du Royaume-Uni. Ce dernier s'est engagé à réduire ses émissions de 81% d'ici 2035. Ce nouvel objectif dépasse le précédent de 78%. Plus d'une vingtaine de chefs d'État ont déjà pris la parole. Ils ont évoqué le traité de non-prolifération des combustibles fossiles, inspiré de la lutte contre la pollution plastique et les armes chimiques. John Welby, chef de l'Église d'Angleterre et leader spirituel de la communion anglicane mondiale, a démissionné mardi à la suite d'une enquête révélant qu'il n'avait pas informé la police dès qu'il avait eu connaissance de cas d'abus graves. L'enquête a mis en lumière des abus physiques et sexuels en série commis par John Smith, un bénévole dans des camps d'été chrétiens au Royaume-Uni et en Afrique. Les abus commis par John Smith remontent aux années 70 et 80, mais ils auraient perduré jusqu'en 2013. Selon le rapport McKean commandé pour enquêter sur cette affaire, l'Église d'Angleterre était informée de ces abus au plus haut niveau depuis 2013. La semaine dernière, John Welby a assumé la responsabilité de ne pas avoir veillé à ce que les allégations soient suivies aussi vigoureusement qu'elles auraient dû l'être après avoir appris l'existence de ces abus. Cependant, malgré cette reconnaissance, il refusait de démissionner. Une pédiatre condamnée à 5 ans et demi de prison pour avoir critiqué les combats de la Russie en Ukraine. Âgée de 68 ans, la docteure Nadezhda Bouyanova a été reconnue coupable ce mardi de diffusion de fausses informations sur l'armée russe.
Je ne suis pas surpris par le résultat annoncé aujourd'hui. Je suis surpris par la manière dont cela s'est passé. Même si nous acceptons de bonne foi le fait que les accusations contre Nadezhda et tout ce qui est écrit là sont vrais, je trouve quand même que condamner une personne âgée honorée en Russie pour sa profession à 5 ans et demi de prison pour quelques phrases, c'est exagéré. La médecin a été arrêtée en février après que la mère d'une de ses patientes a affirmé que Madame Bouyanova lui avait dit ainsi qu'à son fils que son père, un soldat russe tué en Ukraine, était une cible légitime pour les troupes de Kiev et qu'elle avait rendu Moscou responsable du conflit. Donald Trump choisit Elon Musk pour diriger le département de l'efficacité gouvernementale. Le chef d'entreprise Elon Musk et l'ancien candidat républicain à l'élection présidentielle Vivek Ramaswamy dirigeront ce nouveau département en partenariat avec le Bureau de la gestion et du budget. Le président élu Trump a précisé mardi que le duo offrira ainsi des conseils et des orientations au gouvernement. Une mission qui contribuera à mener une réforme structurelle à grande échelle pour notamment démanteler la bureaucratie gouvernementale, supprimer les réglementations excessives et réduire les dépenses inutiles, selon Trump. Sur X, la plateforme de médias sociaux dont il est propriétaire, Elon Musk s'est engagé à documenter toutes les actions du département en ligne pour une transparence maximale. Le super PAC d'Elon Musk a dépensé environ 200 millions de dollars pour aider à élire Donald Trump. Cet effort financier a établi une nouvelle norme pour la façon dont les milliardaires peuvent influencer les élections.